Et l'image, les images et le pouvoir, c'est une porte d'entrée en fait. Et je vous propose de commencer cette journée de conférence avec l'intervention de Charlotte Drahe, qui intervient au domaine de Chantilly, pour donner cet aspect qui est important dans cet enseignement, et vous l'avez souligné, c'est celui des liens avec des partenaires culturels. Donc je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, bonjour messieurs les organisateurs, les représentants du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes très heureux au domaine de Chantilly d'être présents parmi vous aujourd'hui. Le domaine de Chantilly est un des partenaires privilégiés, je pense, de nombreux établissements qui se situent en Picardie, puisque nous sommes un grand site culturel extrêmement riche et nous ouvrons évidemment les portes de notre château, de nos grandes écuries, à de nombreux scolaires tout au long de l'année. Donc nous sommes très heureux effectivement d'être présents également parmi vous aujourd'hui pour vous proposer une conférence, une intervention sur non pas les images et le pouvoir, mais plutôt le pouvoir qu'ont les images sur notre inconscient, sur notre esprit. Et nous souhaitons vous proposer un certain nombre d'idées et de méthodes pour pouvoir lire les images. On apprend à lire à l'école les mots et souvent on oublie de savoir ou d'apprendre à lire les images. C'est ce que nous souhaitons donc vous proposer aujourd'hui. Les animations, les activités éducatives qui sont proposées par le service éducatif et culturel du domaine de Chantilly depuis maintenant quelques années sont en permanence axées autour de deux problématiques, le patrimoine évidemment, mais également toujours des questions contemporaines. Nous raccrochons en permanence les richesses du domaine de Chantilly à des problématiques qui nous semblent à nous quotidiennes et importantes à traiter. C'est pourquoi la question du pouvoir des images, qui nous semble être au cœur de notre société aujourd'hui, nous paraît importante à traiter avec des élèves, notamment du second degré. Alors, avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de vous faire rapidement une petite présentation du domaine de Chantilly. Le domaine de Chantilly, situé dans l'Oise, c'est le plus grand domaine princier aujourd'hui en France et il regroupe trois entités. Le château et son musée Condé, avec ses bibliothèques également, le parc et ses jardins que vous pouvez admirer sur cette photo aérienne, composée de 240 hectares de jardins, et les grandes écuries qui abritent encore aujourd'hui des chevaux qui sont tous les jours dressés pour présenter des spectacles équestres. Toutes ces richesses très diverses sont utilisées, exploitées par les membres du service éducatif et culturel et présentées aux élèves. Le musée Condé se trouve à l'intérieur du château de Chantilly que vous voyez là. Il a été conçu par un prince qui s'appelle Henri d'Orléans, qui était le 5e fils du roi des Français, Louis-Philippe. Henri d'Orléans achète, collectionne toute sa vie des œuvres d'art qu'il installe au cœur de ce château pour y concevoir, selon lui, un musée rassemblant les plus beaux exemples de la production artistique de l'humanité. Sur la photo que je vous présente là, vous voyez la grande galerie des peintures, avec sur la photo, en son centre, le buste d'Henri d'Orléans, qui est donc ce grand mécène et fondateur du domaine de Chantilly. La visite Le pouvoir de l'image, qui est donc proposée aux élèves, commence dans cette salle. Pourquoi ? Parce que quand on rentre dans cette salle, tout d'un coup, on peut se rendre compte que les images ont du pouvoir. Elles vous entourent, les personnages qui sont représentés dans ces tableaux semblent vous épier, et vous êtes complètement entouré par cette force de l'œuvre d'art qui est présente absolument partout dans cette salle. Première étape de notre visite, justement l'étude de ce personnage, Henri d'Orléans, avec ce buste, qui est donc une sculpture qui date du 19e. C'est une figure emblématique, on ne peut pas passer à côté au domaine de Chantilly. Le portrait en buste du duc d'Aumale. L'objectif, quand on se place avec les élèves face à cette œuvre d'art, est qu'ils comprennent qu'une image diffuse un message. Et que simplement déjà en la décrivant, en expliquant ce qu'ils voient, ils peuvent peu à peu décrypter les intentions sous-jacentes du commanditaire et ou celles de l'artiste.
Ici, le duc d'Aumale se présente âgé. Il est vêtu de son uniforme militaire et il porte également sa Légion d'honneur. Ces trois détails enrichissent grandement la compréhension que l'on peut avoir de ce personnage. Henri d'Orléans a souhaité être assimilé à quelqu'un de sage, plein d'expérience. C'est pourquoi il a choisi d'être représenté plutôt dans sa vieillesse, au moment de sa vieillesse. Il veut également que l'on se souvienne de sa carrière militaire. Même si elle a été assez courte, avec les périodes d'exil et de retournement politique, il souhaite se présenter au sein de son musée avec son uniforme militaire. Et il veut également que l'on se souvienne de ses exploits, puisque la Légion d'honneur est portée de manière très visible, et c'est ses exploits militaires qui lui ont évidemment valu cette décoration. L'emplacement de cette sculpture au milieu de la galerie de peinture a également du sens. Il est le maître des lieux, le grand collectionneur de toutes ces œuvres d'art, et il veut absolument que l'on le voie et qu'on le sache. Une fois cette première étape effectuée avec les élèves, ils comprennent qu'une image diffuse un message et que comme un texte, finalement, avec des mots, avec des détails, elle peut nous parler. Pour bien comprendre les mécanismes de cette communication visuelle, il convient de s'interroger sur l'origine et également la nature des images. Qu'est-ce qu'une image ? Il nous semble essentiel de bien faire comprendre aux élèves que les images sont issues d'abord de la nature. La nature également peut être créatrice d'images, par le biais des reflets, par le biais des ombres. Au sein de la nature, c'est l'homme qui ensuite va créer sa banque d'images avec son regard. À partir du moment où on pose un regard sur un paysage, le paysage s'enregistre, si je puis dire, dans notre base de données d'images mentales et devient un souvenir. Les représentations, eh bien, ça vient après cette, disons, force créatrice déjà, à partir du moment où on a posé notre regard. Eh bien, les représentations, elles sont créées à travers la main, qui est un outil de communication supplémentaire, et à travers cette main d'artiste, évidemment, on peut avoir des tableaux, des sculptures, des dessins, mais aussi de la musique, des textes. Les outils, les techniques de création peuvent être très variées et donc sont choisis en fonction des spécificités de l'artiste. Alors, afin de diffuser ces messages, l'artiste peut utiliser de nombreux moyens, comme je vous ai dit. Ça peut être également des tableaux. Donc nous passons effectivement après, avec les élèves, devant des œuvres d'art et nous proposons au début de notre parcours de regarder une œuvre qui se trouve dans cette galerie et qui s'appelle « Le paysage au de nymphes » de Nicolas Poussin. Cette œuvre date du XVIIe siècle. Toujours, nous proposons aux élèves d'abord de décrire ce qu'ils voient. La première étape en général, et du moins ce qu'ils voient en premier, c'est la présence de la nature. Beaucoup de verdure, omniprésente, elle est le premier élément que l'on voit sur ce tableau. Au bout d'un certain moment, les élèves remarquent la présence au premier plan de deux personnages, deux nymphes, et à côté, dans l'ombre, un serpent en train de dévorer un oiseau. Pourquoi ces personnages qui sont au premier plan et ce serpent avec cet oiseau également qui se trouve au premier plan n'est pas vu au début par le regard? Pourquoi le regard est happé finalement par l'horizon et par la nature autour? Parce que Nicolas Poussin a construit son œuvre de telle manière à ce que notre regard soit guidé vers le fond du tableau. Bien que cette image soit bidimensionnelle, plate, on se rend compte qu'elle est extrêmement illusoirement, du moins profonde. C'est évidemment la technique de la perspective qui a été utilisée par Nicolas Poussin pour donner cette illusion d'optique. Notre regard est donc happé vers l'horizon et il n'est pas possible de lutter contre. On rentre par le côté droit du tableau en bas et on suit le petit chemin qui nous mène jusqu'au lac et notre regard monte vers le château qui se trouve en haut à gauche du tableau. Une fois seulement après être arrivé en haut à gauche du tableau, notre regard redescend. Effectivement, ça va évidemment très vite, donc on ne s'en rend pas forcément compte de ce cheminement. Notre regard redescend vers le premier plan et c'est à ce moment-là uniquement qu'on découvre les personnages du premier plan. Il est donc important pour les élèves de comprendre que l'auteur du tableau décide en amont du cheminement de notre regard, que notre regard va être manipulé. Alors pourquoi ne pas nous faire remarquer en premier les personnages du premier plan ?
parce que Nicolas Poussin, avec cette construction de cette composition sous-jacente, veut nous souligner le sujet majeur de son tableau, qui est évidemment la nature. La nature plus forte et plus prégnante que les hommes, qui sont finalement des détails dans le tableau. Nous passons ensuite à un second tableau de Nicolas Poussin, le massacre des innocents. Nous allons essayer, encore une fois avec les élèves, de leur faire comprendre comment le regard va lire la toile. Première chose qu'ils remarquent, cette fois-ci, les personnages au premier plan, alors que ce n'était pas le cas du tout avec le tableau précédent. Donc, ils peuvent en déduire que le sujet principal du tableau sont les personnages du premier plan. Qu'est-ce qui se passe au premier plan? On a un groupe de personnages composé d'abord de trois personnages, une femme, un homme et un enfant. Pourquoi, et c'est le sujet de cette seconde étape dans la visite, pourquoi ce tableau va nous faire réagir, va nous choquer, va créer en nous des émotions? Encore une fois, la composition sous-jacente de l'œuvre va guider notre regard et nous faire ressentir les émotions suggérées par le peintre. L'intention de l'artiste est très visible à travers cette composition. Elle se compose de plusieurs lignes. Une première ligne qui monte jusqu'à la main du pied, on va dire, de la femme habillée en jaune, jusqu'à la main du soldat. La tension est donc en train de monter. On découvre au fur et à mesure la scène et on comprend également au fur et à mesure l'histoire qui va se passer sous nos yeux. De la main de l'homme, une seconde ligne de regard, encore une fois, descend et on découvre l'enfant. L'enfant qui est en train d'être écrabouillé par le pied du soldat, qui est déjà en train de saigner. On comprend donc qu'un massacre va se dérouler sous nos yeux. Deuxième ligne qui traverse à nouveau la composition et qui permet au regard de découvrir qu'il y a une personne derrière. Une deuxième femme, qui elle est en train de souffrir déjà, puisqu'on voit ce geste de désespoir, elle s'arrache les cheveux et elle porte, et on le découvre encore une fois après coup, dans les bras une forme un peu étrange qui est déjà un enfant mort. Donc vous voyez, le regard, là encore, suit un cheminement bien particulier qui nous permet de comprendre les différentes étapes de l'histoire. Et pourquoi cette composition est si forte? Parce que les deux lignes de force du tableau se croisent finalement sur la bouche de la mère, au centre de l'œuvre, et finalement le sujet du tableau, c'est un cri. Le cri de douleur de cette mère qui est en train de voir le massacre, ou qui imagine du moins le massacre de son fils. Et c'est pour ça que cette œuvre est si puissante, et qu'elle choque, et qu'elle attire également le regard. Le pouvoir donc de cette image est encore une fois donc, de créer des émotions. On comprend donc avec ces trois premières étapes que les images diffusent des messages, que comme des textes, elles nous parlent, et qu'elles peuvent, première chose, créer l'illusion d'optique, qu'elles guident et manipulent notre regard, et qu'elles guident et manipulent également nos émotions. Pour leur montrer que ce pouvoir à travers les images est quelque chose qui existe depuis de longues années, de longs siècles, on passe à une œuvre plus ancienne, qui est un retable de Giovanni da Ponte, qui a été réalisé au XVe siècle. Première chose que l'on remarque en regardant cette œuvre, la richesse des matériaux utilisés. L'ensemble de l'œuvre est quasiment recouverte d'aplats de feuilles d'or, les habits des personnages sont très lumineux, les couleurs sont extrêmement intenses. Pourquoi, on peut se demander, utiliser une telle luxuriance du décor? Là encore, ce pouvoir est décidé par le commanditaire et par l'artiste. Pourquoi utiliser tous ces matériaux précieux? Évidemment pour attirer, mais également pour convaincre. L'émotion et le plaisir visuel ressenti face à cette image ont plus d'impact que les discours, et c'était l'objectif au moment de la création de cette œuvre. Aujourd'hui encore, ce pouvoir est utilisé par les professionnels de la communication. Les emballages de nos produits dorés ou colorés qui se trouvent dans nos magasins attirent forcément davantage. On fait donc toujours, comme je vous disais, des rapprochements entre des éléments contemporains et des œuvres d'art qui permettent de développer l'esprit critique.
Nous demandons ensuite aux élèves s'ils peuvent reconnaître les personnages qui sont peints sur le tableau. Les élèves sont incapables de reconnaître, pour la plupart, les personnages représentés sur ce tableau. Pourquoi ? Parce qu'ils ne possèdent pas dans leur banque de données d'images, dans leur banque de données de souvenirs, les références nécessaires au décryptage de l'image. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on regarde quelque chose, quand on essaye de reconnaître quelque chose, c'est que finalement on s'en souvient. Reconnaître quelque chose, c'est se souvenir. Et la reconnaissance d'un élément est très valorisante, puisqu'on est forcément valorisé, on peut dire, bon bah oui, moi je sais, je reconnais Saint-Pierre avec sa clé, etc. Ça aussi, reconnaître, c'est se souvenir, c'est un mécanisme extrêmement utilisé par nos publicitaires ou nos professionnels de la communication. Ils jouent en permanence avec nos souvenirs. Un pot de confiture, par exemple, qui possède un couvercle imprimé avec une forme de nappe à carreaux, que vous connaissez très bien, utilise cette phrase ou cette idée, reconnaître, c'est se souvenir. Et les élèves, quand on les place devant ce pouvoir-là des images, comprennent très bien ce que l'on veut dire. Évidemment, quand on leur parle de ce pot de confiture, ils se souviennent de la confiture d'une grand-mère, de l'idée qu'elle est sans doute faite avec des fruits du jardin, cuite au chaudron, etc. Et donc ils sont attirés par ce pot de confiture. Évidemment, tout ça est faux. Les images ont donc la possibilité de faire émerger de notre esprit des souvenirs issus de notre inconscient collectif qui nous poussent à associer ces sensations, qui nous poussent à associer ces images avec des sensations qui peuvent être positives. Ainsi, vous voyez que grâce aux œuvres anciennes ou même plus modernes du musée Condé, on peut traiter de problématiques contemporaines, on peut parler du développement de l'esprit critique, on peut aider les enfants aussi à comprendre, enfin les élèves plutôt, pourquoi les images nous attirent, essayent de nous convaincre, racontent des histoires, comment également elles créent des émotions en nous, comment elles jouent avec les illusions d'optique. On peut également raccrocher ces différents pouvoirs à l'actualité. On sait et on entend régulièrement dans les médias que les images sont par exemple la cible de la destruction, de violences, lors de conflits notamment. Pourquoi on porte atteinte aux images ? Eh bien parce que c'est la nation qui crée une image, et quand on brise des statues ou quand on détruit des images, eh bien on coupe l'homme de son passé. On lui supprime le sens de son existence. Les images, à la fin de notre conférence, et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux élèves, c'est le lien qui unit, ou l'art on va dire, pour être plus généraliste, c'est le lien qui unit les hommes entre eux. Il y a deux liens. Un lien vertical, donc on peut aller de l'homme préhistorique au publicitaire du XXIe siècle, et un lien horizontal qui existe entre la plupart des sujets de l'humanité actuelle, puisque tous nous sommes créateurs d'images. En posant notre regard sur la nature, on crée des images, et ensuite on peut très bien, avec notre main et avec une technique de création que l'on a choisie, être aussi artiste. Il nous semble donc essentiel, puisque nous sommes entourés en permanence d'images, d'apprendre ou de suggérer du moins aux élèves de lire, de décoder et d'utiliser correctement, un peu mieux du moins, les images qui nous entourent. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui ? Une question, puisque vous avez dit que les images étaient toujours porteuses de messages. Oui. Est-ce que vous pourriez aller un peu plus loin dans l'explication du message que délivrerait le paysage de Poussin que vous avez montré tout à fait au début ? Premier. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut en parler en termes de message, parce que voilà, ça m'intéresse. Oui. Alors, le paysage qui a été, qui est celui-ci, a été réalisé à la fin de la vie de Nicolas Poussin, par Nicolas Poussin à la fin de sa vie. À la différence de cette œuvre, Le Massacre des Innocents, qui est une œuvre de jeunesse qu'il a réalisée justement pour se faire connaître et pour impressionner, choquer presque ses contemporains. Et ça a fonctionné. Alors, l'image, on va dire l'œuvre, même si nous sommes face à une image, l'œuvre intitulée Le paysage de nymphes a un message très particulier qui est celui donc de l'omniprésence et la permanence de la nature
face aux petits événements quotidiens et finalement très éphémères de la vie humaine. Donc c'est un message philosophique que souhaite diffuser Poussin à travers ce tableau, mais c'est également et c'est pour cela finalement que la nature est si présente qu'elle écrase presque les personnages. Je souhaite vous préciser quand même que sur l'œuvre aujourd'hui, que vous pouvez naturellement tous venir admirer au domaine musée Condé, l'habit de la nymphe est beaucoup moins flashy. Donc on le voit beaucoup moins quand on regarde le tableau, on le découvre vraiment dans un second temps, ce groupe de personnages. Alors, est-ce que je peux vous demander simplement si vous avez comme nous sommes entre historiens, enfin je suis au milieu d'historiens, est-ce que vous avez des sources pour cette explication? Est-ce que vous avez des textes à nous proposer? Est-ce que dans la vie de Poussin de Félibien, il en a dit quelque chose? Alors, Poussin, oui, alors il y a de nombreuses monographies qui expliquent finalement dans quel état d'esprit se trouvait Poussin à la fin de sa vie. Je n'ai pas de livre précis à vous suggérer. Ce que l'on sait, c'est qu'à la fin de sa vie, Poussin, un peu, j'imagine, comme toute personne qui avance dans l'âge, se rend bien compte que la vie est quelque chose d'éphémère et que peu de choses vont rester finalement à part la nature, la terre, etc. Et c'est un peu les messages qu'il transmet à travers les nombreux paysages qu'il réalise à la fin de sa vie. Ce que nous savons également, c'est que tous les paysages de Nicolas Poussin utilise et intègre des figures humaines à l'intérieur de ses compositions, mais nous comprenons bien que ce sont des prétextes. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il met des figures humaines? Parce que Nicolas Poussin est un peintre d'histoire et qu'il ne souhaite pas être relégué au niveau inférieur du peintre de paysage. Le paysage est dans la hiérarchie des genres quelque chose d'inférieur évidemment à la peinture d'histoire. Donc c'est pour cela qu'il intègre des petites figures humaines à l'intérieur de ses paysages. Mais l'objectif global et le sens global de ces peintures, c'est la présence, la majesté de la nature face à la vie éphémère des hommes et les petits événements qui peuvent ponctuer le quotidien. Bien, enfin, ce serait intéressant à discuter. Ce que je veux dire simplement, parce que je suis obligé, je suis désolé madame, d'apporter quand même un correctif à votre discours dans le cadre qui est le mien, je le précise, c'est-à-dire très restrictif, le cadre de l'enseignement de l'histoire des arts. Je rappelle à tous les professeurs ici présents que l'œuvre doit être abordée dans l'ensemble de ses dimensions et que, donc je vais vous rappeler les quatre dimensions que propose le texte d'organisation pour l'œuvre. C'est effectivement d'une part le sens, que d'ailleurs le texte ne cite pas en premier. Mais le texte cite d'abord les autres dimensions, et il a raison. La technique, la forme, l'usage de l'œuvre. Le sens est intéressant, mais pour que le sens soit intéressant, il faut accepter que l'œuvre ne soit pas seulement une image. Et ça, je le dis solennellement ici, parce que c'est un des objectifs que je considère comme prioritaire de l'enseignement de l'histoire des arts. Et je vous demande vraiment, tant à l'évaluation du brevet que dans la préparation à cette évaluation, c'est-à-dire dans vos cours, de prendre en considération l'ensemble de l'œuvre d'art dans ses données formelles, matérielles et dans ses données d'usage. Sans cela, l'essai de décryptage du sens est un exercice vide. Parce que les codes qu'à chaque période, pour exprimer un sens, varient infiniment. Et imaginez que ce que Poussin utilise comme code au début de sa vie et à la fin soient les mêmes, serait se tromper gravement sur ce qu'on sait de Poussin à travers les sources qu'on a, c'est-à-dire essentiellement les lettres à Chanteloup, ce qu'on a des lettres à Jacques Stella et la biographie qu'on a faite de Félibien, plus les conférences à l'Académie royale. Quand on lit l'ensemble de ce corpus, on se rend compte que les codes ont changé, mais que le souci d'expression de Poussin, lui, n'a pas changé. La fameuse lettre à Jacques Stella, où il parle des modes musicaux, et où il dit qu'il voudrait peindre un tableau en mixolydien, si on rapporte ça, mais c'est vraiment quelque chose de très important, si on rapporte ça à ce qu'est, excusez un moment de vocabulaire de spécialiste, le souci d'éthos des modes de la théorie musicale à cette époque-là, on se rend compte que le souci de Poussin jusqu'à la fin de sa vie est un souci d'expression, que le paysage lui-même est rendu expressif. Et c'est ça qui est important, c'est comprendre les codes de chaque période.
Et dernier point, un des buts, c'est d'amener l'élève à l'œuvre d'art. Donc si on considère que l'œuvre d'art est une image, c'est simple, il suffit de la lui montrer au tableau. Et il faut absolument prendre en compte, alors je ne veux pas utiliser un vocabulaire post-romantique en citant l'aura des œuvres vues par Benjamin, mais j'insiste absolument sur la prise en compte de l'ensemble des données de l'œuvre d'art, quelle qu'elle soit, et de l'acquisition par l'élève du vocabulaire qui lui permet de s'exprimer sur l'œuvre d'art, autrement qu'en cherchant à décrypter un sens caché qui peut tout à fait varier selon les interprétations, et les interprétations variaient déjà à l'époque même de Poussin. Merci.